Bonjour Mais à votre vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans la webconférence spéciale CRPE, épreuve écrite d'application. C'est la troisième sur le sujet. Nous avons déjà eu des auteurs en sciences, auteurs pour histoire, géographie, EMC. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir nos auteurs pour le CRPE, épreuve écrite d'application art, Laurent Puig et Hervé Thibon. Je vais d'abord les inviter à se présenter brièvement. Hervé. D'accord, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Hervé Thibon, je suis professeur d'art plastique à l'INSPE de l'Académie de Reims, et précisément sur le site de Reims. Et puis, je suis aussi depuis assez longtemps auteur de divers euh, objets pédagogiques, voilà, euh, Ouvrage. ouvrages pédagogiques, merci, aux éditions Nathan et précisément sur léa.fr. Laurent. bonjour, Laurent Puig. Donc je suis enseignant j'ai été enseignant devant élèves pendant 25 ans, instituteur et professeur des écoles. Par ailleurs, j'ai mené une carrière d'auteur, compositeur, interprète. Et ensuite, j'ai travaillé essentiellement dans ce qu'on appelle des zones d'éducation prioritaire, dans des REP. Et ensuite, après avoir travaillé aussi 6 ans en tant que coordonnateur REP, c'est-à-dire l'importance des familles, du travail entre les collèges et l'école, je suis devenu conseiller pédagogique en éducation musicale. Et pendant cette période, j'ai créé, copiloté le site Musique Prime, qui est un site de référence au Canopé qui va même vous permettre d'accéder aux œuvres qui sont des œuvres références du CRPE. Voilà. Merci Laurent et Hervé pour ces présentations. Je vais lancer la présentation. Est-ce que vous pouvez me dire, chers auteurs, si vous la voyez? Pas pour l'instant. Alors, elle devrait apparaître. D'accord. Alors, attendez, pardon, une petite erreur de manipulation, mais on va y arriver. Ça, c'est les aléas du direct. Et la page a sauté, mais ce n'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de vous annoncer le sommaire de cette webconférence. Donc, cette webconférence va être en 2 temps. Dans le premier temps, donc nos 2 auteurs, Hervé et Laurent, vont vous faire une présentation. Et à l'issue de cette présentation, il y aura un temps d'échange, de questions-réponses. Je rappelle à ce titre que sur léa.fr, vous aviez la possibilité de télécharger les sujets zéro. Ça, vous les avez par ailleurs sur le site du ministère, mais aussi de télécharger un cas pratique qui va faire l'objet d'une discussion. Cette fois-ci, est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien. Voilà, merveilleux. Donc 2 grands temps, une présentation puis un temps de discussion. Dans cette présentation, nous allons elle-même l'organiser en 3 temps. Le premier temps assez court, on va revenir sur les attendus du concours. Ensuite, nous allons passer au sujet zéro qui viennent évidemment corroborer ce qui est dit dans les attendus du concours et nous allons nous appesantir un peu plus longuement sur le cas pratique où nous avons pris 2 sujets en art plastique et en éducation musicale pour vous donner un peu toutes les clés puisqu'on est à moins d'un mois maintenant du concours. Nous pouvons donc commencer la présentation et je passe la parole à Hervé. J'attendais le slide suivant, non, sur lequel il est écrit le détail Les des... attendus, Oui. en principe, il s'est affiché. Ben alors, ça doit être parce que chez moi, ça met du temps à actualiser. Alors, parce que pour l'instant, je vois, je vois pour l'instant la page précédente, celle du sommaire. Ceci dit, je peux vous en parler, j'ai pris des notes. Donc, oui, les attendus, c'est deux phrases qui sont tirées donc, de l'arrêté de janvier 2021, sur lesquelles on peut revenir peut-être sur 2 ou 3 points. Hein.
on peut citer donc la phrase qui dit que l'épreuve a pour objectif d'apprécier la capacité du candidat à proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente. Donc évidemment, ce qui va être attendu de ce que vous allez écrire sur votre copie, c'est vraiment ça, c'est-à-dire être en lien avec une structure, enfin parler d'apprentissage scolaire dans le cadre au passage de 3 disciplines, hein, enfin de 2 disciplines et d'un enseignement. D'ailleurs, c'est un point qui est peut-être intéressant à préciser, hein, discipline scolaire, les arts plastiques et l'éducation musicale, et puis l'histoire des arts, qui est un enseignement et non pas une discipline au sens fort du terme, parce que il n'est pas épistémologiquement structuré, il n'y a pas de CAPES d'histoire des arts, il n'y a pas d'agrégation d'histoire des arts. Donc c'est un enseignement qui se structure, on en reparlera tout à l'heure, sur les autres enseignements, qui sont les 8 enseignements de base de l'école, le maths, le français, etc. Voilà, et donc il s'agira bien de toute façon de s'intéresser non pas au contenu de qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que c'est que la musique, mais bien comment on l'enseigne. Ça, et je vous rappelle que un des fondements de ce concours, c'est de se baser sur les savoirs à transmettre et aussi qu'il faut connaître. Et on vient du coup sur le deuxième point, et les savoirs pour transmettre qu'il faut connaître aussi. Je sais de quoi je parle. Je maîtrise ma discipline, mais je sais aussi comment on fait pour la transmettre. Bref, je maîtrise la pédagogie et la didactique. Et d'ailleurs, le deuxième point fondamental du texte dit le candidat est amené à montrer dans le domaine choisi une maîtrise disciplinaire en lien avec les contenus enseignés à appliquer. Et cette maîtrise est en relation avec le niveau de connaissance qu'on peut attendre d'un niveau de troisième. Alors, ça, c'est ce qu'on dit habituellement, hein, c'est ce qui est souvent dit pour le français et les maths. C'est vrai évidemment pour toutes les disciplines, mais pour les arts plastiques et la musique, c'est quelque chose qui n'a pas énormément d'importance, le fait qu'on soit au niveau de troisième, puisqu'il n'y a pas de quantité de choses précises à savoir en arts plastiques et en musique en troisième. En revanche, et puis je conclurai là-dessus, pour l'histoire des arts, eh ben oui, on peut, dans la mesure où dans l'histoire des arts, il y a histoire, on peut supposer que le candidat a une connaissance du contexte historique des œuvres dont il va parler aux élèves, suffisamment approfondie, qui correspond à peu près à ce qu'on doit savoir en fin de troisième, donc connaître ce que veut dire la Renaissance, François Ier, Louis XIV, et l'histoire de France d'ailleurs essentiellement. On ne vous demandera pas de connaître toutes les œuvres d'art, puisque là aussi, en troisième, il n'y a pas de liste d'œuvres d'art à connaître. En revanche, de connaître les périodes historiques qui sont en relation avec ces œuvres, un minimum, oui. Et voilà, et c'est aussi pour ça que ces deux disciplines sont accompagnées d'une liste d'œuvres qui est officielle. Il y a 14, il y a 9 œuvres qui sont spécifiques aux arts plastiques. Laurent, je ne sais plus en musique, il y en a à peu près autant, et puis 4 Oui. sont... Il y en a une dizaine. Oui. Une dizaine, oui. Oui, c'est ça. Et 5 qui sont liés à l'histoire des arts. Et donc, voilà, ce sont les œuvres qu'on est censé celles-ci connaître, puisqu'elles font partie du programme. On y reviendra sans doute pour reparler de ces œuvres à un moment ou à un autre. Donc oui, si je peux rajouter que les modalités du concours ont changé, donc on est dans le cadre de 3 épreuves écrites, donc maths et français, et de cette nouvelle épreuve optionnelle d'application, art ou histoire-géographie ou sciences et technologies, et que chacune de ces épreuves aura un coefficient 1 et sera notée sur 20, et sachant que la note 5 est éliminatoire. Mais voilà. Et ensuite, il y aura d'autres épreuves, mais qui ne nous concernent pas, nous, en tant qu'art spécifiquement. Merci Laurent et Hervé. Si vous êtes d'accord, nous passons à la slide suivante et on va donc, au regard assez attendu, s'intéresser maintenant au sujet 0. C'est moi qui enchaîne. Tout à fait. D'accord. Donc oui, donc là vous avez les deux numéros, c'est-à-dire le libellé des sujets, puisqu'en fait le sujet, comme je suppose vous l'avez déjà vu, puisqu'on peut télécharger ces sujets 0 depuis le mois de juin dernier, je crois même avant, il y a le sujet, le libellé du sujet, qui est accompagné d'un nombre important d'ailleurs de documents,
qui viennent accompagner ces sujets. Là, sur cette slide, on n'a mis que les 2 sujets. Il faut rappeler que donc il y a un premier sujet 0 qui donne un premier exemple avec eh bien, une partie du sujet qui est en art plastique pour le cycle 1 et une deuxième partie du sujet qui est en éducation musicale en cycle 3 et qu'il faut répondre aux deux. Hein. Et vous voyez que là, donc, le sujet 0 nous propose le fait que ben, l'histoire des arts n'est pas tombée dans ce sujet-là. Quant au sujet 0 numéro 2, lui, il fait encore référence aux arts plastiques, mais il s'agit là non plus d'éducation musicale, mais d'histoire des arts. Et au passage, on s'aperçoit dans le détail que l'histoire des arts qui est proposée dans ce sujet 0 numéro 2 fait référence à des œuvres qui ne sont pas des œuvres musicales. Ce qui sous-entend que vous avez 3 choses à travailler, il en tombera 2 sur les 3, et qu'il se peut même qu'il y ait l'une des valences art plastique et éducation musicale qui soit très peu représentée, voire pas du tout, puisque le sujet 0 numéro 2, voilà, quelqu'un qui aurait fait l'impasse, qui se connaîtrait que la musique, n'a rien à dire dans le sujet 0 numéro 2. Donc il faut absolument travailler les 3. Ça paraît évident. Voilà pour ce point-là. Si on lit le détail des sujets, il y a chaque fois une présentation. C'est le premier paragraphe. Vous voyez, chaque fois, c'est divisé en 3 parties, hein, quel que soit le type de sujet, sur les 4 sujets qu'on a là, en fait. Hein. J'ai oublié de dire, mais c'est une évidence, qu'il faut bien faire les deux. Hein. C'est 10 points sur un sujet et 10 points sur l'autre. Ça n'est pas au choix. Hein. Si on tombe sur le sujet 0 numéro 1, il faut faire la partie art visuel. En gros, sur les 3 heures, je suppose qu'on y passe 1h30, hein, théoriquement du moins, pour avoir 10 points. Et puis ensuite, on enchaîne sur la deuxième partie qui rapporte 10 points de plus. Et toutes les formes sont à peu près les mêmes. Vous avez une première partie du sujet qui vous décrit ce que vous avez à faire. L'analyse de ça montre qu'en fait, il n'y a que 2 façon de présenter les choses qui sont proposées dans les 2 sujets 0. Donc, si le sujet réel qui tombera dans un peu moins d'un mois est conforme à ce qu'on a là, il n'y aurait que deux types de propositions. La première, c'est de faire une analyse critique d'un document pédagogique et de se contenter de l'analyse critique. Autre solution qu'on trouve dans un autre sujet 0, qui est d'ailleurs le sujet numéro 2 de mémoire, là, il ne s'agit pas tellement d'analyser, il s'agit plutôt de proposer une activité de classe dans le domaine proposé. On pourrait imaginer un sujet réel qui, lui, combinerait les deux, vous proposant par exemple, comme d'ailleurs moi je l'ai fait pour l'un des sujets que j'ai proposé dans l'ouvrage, de commencer par faire une analyse, puis de tirer un élément qu'on a trouvé négatif pour proposer une activité qui serait pour améliorer justement ce qu'on a pensé pas assez bon dans l'analyse du document pédagogique. Donc ça, c'est la première partie. Le petit élément central, généralement, pointe une partie du programme en disant, voilà, on va s'intéresser plus particulièrement à cette partie-là. Et puis la troisième phrase est toujours la même, et elle insiste sur le mot réglementaire. Et donc, sous-entendu, il ne s'agit pas de faire des arts plastiques et de l'éducation musicale comme ça, comme on aimerait, mais tel que les programmes et les textes officiels le proposent de le faire. Et cet élément est à la fois évident, mais c'est un concours pour rentrer dans l'éducation nationale et que l'éducation nationale a des exigences de la part de ses personnels et notamment celui d'être conforme au programme. Et ça, c'est vraiment dit clairement. Voilà, il est précisé aussi sur l'histoire des arts. Il n'y a pas simplement écrit histoire des arts, il est repris le terme exact tel qu'il est dans les programmes, c'est-à-dire l'enseignement pluridisciplinaire et transversal de l'histoire des arts, pour insister à nouveau sur le fait que cette dimension pluridisciplinaire est importante. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir après. Donc ça, c'est la structure de chacun des sujets, quoi. Est-ce que Laurent, vous voulez ajouter des informations pour la partie éducation musicale ou est-ce que la présentation d'Hervé était complète aussi Non, je pense que je suis en phase avec ce que vient de dire Hervé. Et
Oui, et évidemment, on peut mettre l'importance sur le point du programme qui est zoomé dans cette deuxième partie de ce libellé. Voilà. Et ensuite, alors après, est-ce que là, c'est le sujet 0, art visuel. Non, là, c'est... Et ensuite, évidemment, il y aura les documents qui vont... Mais là, on ne parle pas pour l'instant du contenu On va y avec les venir. documents qui vont suivre. On verra ça tout à l'heure dans le cas pratique. Ben, parlant de documents, justement, la slide suivante, on a aussi montré les documents parce qu'il nous semblait intéressant d'alerter les candidats sur les typologies de documents au regard des sujets 0. Hervé, je vous laisse commencer. Oui, donc là aussi, les documents qui accompagnent dans tous les sujets 0 il y a le même nombre de documents, il y en a toujours 4. Et à les regarder, ils ont il semblerait qu'il y ait une méthodologie de présentation des documents qui ait été pensée et qui soit systématiquement la même. Les documents 1 et 2, le document 1 à coup sûr est centré directement sur une activité dans la discipline ou dans l'enseignement de l'histoire des arts. Le document 2, la plupart du temps, est un complément, lui aussi très, très proche de la classe, pourrait-on dire, hein, de ce qui est à faire. Dans un des sujets, le document 2 est déjà un élément un peu plus théorique. Là, on voit très bien sur l'écran que les documents 1 et 2 représentent une œuvre d'art de Calder, des travaux d'élèves, et à nouveau, dans le document 2, d'autres travaux d'élèves présentant les choses autrement, justement vous donnant une piste en disant peut-être qu'on pourrait faire autrement sur le document 2 que ce qui est présenté sur le document 1. Et ça, c'est vrai pour les 4 types de sujets. Ensuite, le document numéro 3 est systématiquement un texte tiré, disons, de la recherche, pour faire vite, mais disons un texte théorique qui vous permet généralement d'avoir un éclairage un peu plus large ou au contraire un éclairage qui focalise sur une caractéristique spécifique liée la plupart du temps à la didactique, mais qui n'est pas tiré des programmes, qui est tiré de textes extérieurs et la plupart du temps de chercheurs ou de personnalités reconnues dans l'analyse pédagogique des disciplines. Et quant au document 4, il est aussi systématiquement un extrait des programmes, ce qui sous-entend que, bien entendu, l'attendu majeur est que vous travaillez dans le cadre général des programmes et que vous les connaissiez bien, mais pas nécessairement que vous les connaissiez par cœur, puisqu'ils sont présentés pour vous les rappeler dans ce document 4. Et ça, cette structure, on la retrouve après systématiquement. Alors justement, on peut passer sur l'histoire des arts, le deuxième sujet, si vous voulez bien l'analyser aussi. Voilà, on retrouve. Alors, il est en relation aussi celui-là fondamentalement avec les arts plastiques, hein. Il s'agit, alors l'activité, elle, est une activité tirée d'un document du Canopé, CRN-CRDP, bref, d'une édition qui est en relation très très forte avec le ministère. Et d'ailleurs, ça m'amène à préciser une chose, c'est qu'il est écrit analyse critique, c'est bien ce qu'il faut faire, mais certains des documents qui sont proposés, par exemple, si tu peux remettre la diapo précédente, le sujet 0 sur les arts plastiques au cycle 1 fait référence à une fiche qui serait tirée d'Internet proposée par un internaute. Donc, elle n'a rien d'officiel. En revanche, le sujet 0 sur l'histoire des arts, lui, cite un objet, un document qui est proposé par Canopé, donc par une édition en relation étroite avec le ministère de l'Éducation nationale. Il a donc non pas une dimension officielle, c'est quand même pas fondamentalement le ministère qui s'exprime à travers Canopé, mais tout de même un peu, pour dire les choses simplement, quoi. Et donc l'analyse critique doit se faire peut-être en connaissance de cause, hein. Vous passez un concours pour rentrer chez un employeur et il n'est peut-être pas
serait subtil d'avoir une critique trop massive de ce que lui-même vous propose. Mais voilà. Sinon, par rapport à la structure qu'on a là, donc on a une activité de classe qui est proposée et qui présente d'ailleurs quelque chose de très intéressant, hein, qui est tout à fait histoire des arts. Ben voilà, il y a beaucoup d'œuvres d'art qui montrent des chevaux. Et ben, intéressons-nous à la façon dont on a présenté les chevaux dans les œuvres d'art à différents moments de l'histoire, hein, au Moyen Âge, au XVIIe siècle, au XIXe, à la préhistoire. Avec cette petite anecdote étonnante, c'est que, comme vous le voyez, c'est pas un cheval qu'on a à la préhistoire, c'est un taureau, qui pourtant a la légende de cheval, hein. Et alors, je ne sais pas si c'est un piège, ou parce que si on regarde bien, il y a une petite tache marron tout en bas qui montre en fait un cheval caché derrière le taureau. C'est peut-être ça. Ceci dit, il n'y a rien de ça dans le texte. Il y a rien de ce détail dans le texte, hein. Voilà, puisqu'on en est là, il me semble que ce qu'on peut dire, c'est que justement, les documents numéro 2 et le document numéro 4 sont à la fois un exemple de ce qui peut tomber, puisque c'est fondamentalement ça un sujet zéro, mais je pense qu'il est intéressant aussi de le lire comme peut-être, je ne sais pas si le mot n'est pas trop fort, mais je dirais un message de la part des concepteurs, donc le ministère de l'Éducation nationale, pour notamment le document numéro 2 qui propose une façon d'envisager l'histoire des arts et qui insiste sur le fait, comme vous le voyez, qu'il y a 3 colonnes et que l'histoire des arts, il y a le mot histoire dans l'histoire des arts, mais il y a aussi le mot art. Et que si la dimension historique est fondamentale, c'est d'ailleurs la colonne du centre, alors il ne faut pas s'en contenter et qu'elle est aussi à mettre en relation avec deux approches parallèles et tout aussi importantes qui sont l'approche sensible et l'approche artistique. Pour faire vite, regarder une œuvre d'art, pas simplement en tant que document lié à l'époque dans laquelle elle a été créée, mais aussi simplement proposer aux élèves de la percevoir comme une œuvre d'art, c'est-à-dire comme un objet susceptible de m'émouvoir, même si je ne sais pas si elle est du Moyen Âge ou plutôt du XVIIe siècle. Et cette dimension-là est très importante, ainsi que la dimension artistique, qui n'oublie pas elle aussi que si la broderie de Bayeux qu'on voit ici nous donne évidemment énormément d'informations sur la façon dont on utilisait le cheval au Moyen Âge, eh bien, il y a aussi des détails artistiques qui font qu'on dessinait les chevaux, on les représentait, les chevaux et le reste, d'une façon particulière au Moyen-Âge, qui n'est plus celle qu'on va utiliser au XVIIe siècle avec Velázquez en bas de l'image, par exemple. Et ça, c'est pas de l'histoire. Ça, c'est bien de l'histoire de l'art, donc de l'artistique. Et je crois qu'il faut percevoir ce document 2 comme un message en disant, quel que soit le sujet qui va tomber, n'oubliez pas ce document 2 et c'est l'état d'esprit dans lequel il faut penser l'histoire des arts dans le cadre de l'éducation nationale. Et de la même façon, le document 4 rappelle le document 3 et le document 4 rappellent aussi que cet enseignement est un enseignement pluridisciplinaire, c'est-à-dire que on ne va pas faire un cours d'histoire des arts dans le temps imparti dans la semaine de classe où il y aura écrit histoire des arts le lundi de 8 à 9, enfin de 8h30 à 9h30. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Il y a des maths, du français, de l'histoire de géo, des sciences. Et le cours d'histoire des arts va se greffer dans ces différentes disciplines, la plupart du temps au moins deux. Le cours d'histoire, où on apprendra peut-être le Moyen-Âge et la broderie de Bayeux, et puis le cours d'art plastique, où on va s'intéresser à comment on dessinait au Moyen-Âge. Et voilà, et ça, c'est précisé dans le document 3, et je crois qu'il faut aussi le comprendre comme un message en disant gardez-le en mémoire, même si évidemment il ne retombera pas, c'est la dimension pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire, puisque ce document joue là-dessus. Il montre qu'il y a pluridisciplinarité, interdisciplinarité. C'est comme ça qu'il faut penser l'histoire des arts. Enfin, c'est du moins la lecture que j'en fais, moi. Donc, c'est pas un simple exemple. Je crois que c'est plus encore, enfin, le sujet 0 de précédent, celui sur les arts plastiques, ressemble plus à un simple exemple. Celui sur l'histoire des arts semble être une sorte de méthodologie à ne pas oublier, quoi. Quelque chose comme ça.
Alors, comme on parle méthodologie, on peut faire le lien aussi avec Laurent, puisque l'histoire des arts vous concerne aussi pour l'éducation Oui, musicale, et vous alors avez peut-être un mot à justement, ajouter là-dessus. par rapport à l'histoire des arts, donc en effet, on va retrouver l'histoire des arts au cycle 3. Et on a en gros en éducation musicale et en art plastique 2 heures par semaine dans notre programme, enfin dans notre semaine avec français, maths, EPS, voilà. Et l'histoire des arts, et ça va se répartir sur l'année. Il y a une vingtaine d'heures allouées à l'histoire des arts, qui va être, comme le dit Hervé, soit en lien avec ce que l'on fait en histoire, en éducation musicale, ça peut être en littérature, puisque l'histoire des arts, en fait, convoque les 6 arts qui ont été définis à l'éducation nationale il y a une quinzaine d'années, qui sont les arts de l'espace, les arts de l'espace, l'architecture, les jardins, les arts du langage, la littérature, les arts du son, la musique, les arts du spectacle vivant, l'opéra par exemple, ou le théâtre, et les arts du quotidien, les objets d'art, le design, et les arts du visuel. Alors donc, les arts du visuel, peinture, sculpture, et là aussi, évidemment, c'est comme ça qu'il avait été défini à cette époque, hein, le cinéma, la bande dessinée, etc. Donc, oui, c'est ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut évidemment avoir un sujet histoire des arts qui aura une valence plus musicale. C'est pour ça, dans l'ouvrage d'ailleurs, je propose un sujet en lien avec l'opéra. Tout à fait, oui, bien sûr, oui. Et ça aussi, c'est un élément important. Je suis en train de me rendre compte, si on peut revenir, Stéphanie, sur le sujet 0 Alors précédent. Hervé, il est 18h30. D'accord, donc on Nous avons revient. encore 30 minutes. Nous pourrons y revenir, mais je pense qu'il est intéressant de pouvoir aussi Voilà. s'intéresser ensuite au cas pratique. J'aimerais bien que Laurent décrypte un peu les documents du sujet 0 et ensuite on puisse passer au cas pratique. Mais si vous voulez bien vous le noter dans un petit coin, pour être sûr de nous en parler ensuite. Donc, Sur ces sujets 0, voilà, la merci. diapo suivante, s'il vous plaît. Alors en principe, c'est fait. Moi je ne la vois pas. Bon, je la connais. Donc, en l'occurrence, ici, il s'agit. Ah là, voilà, c'est ça, éducation Oui. musicale, oui. En l'occurrence, là, il s'agit on nous donne une description d'une séance qu'un enseignant fait avec ses élèves autour d'une chanson qui s'appelle Armstrong, une chanson que beaucoup de gens connaissent, hein, qui a été reprise par Claude Nougaro, mais qui était au départ un chant américain issu de la musique religieuse américaine. Ensuite, on a donc le texte intégral de la chanson. Ensuite, on fait référence à Tomatis, qui est un chercheur qui a beaucoup réfléchi autour de l'écoute de l'oreille. Et ensuite, on nous donne quelques éléments. Alors là, je ne vois pas, excusez-moi, je ne vois pas bien Un texte le de document document. 4 du ministère. Voilà le document du ministère. Apprendre un chant. Et le document 5 nous donne un rappel des programmes. Donc, ce qui va être important, c'est qu'on parle d'une analyse critique, mais comme le disait Hervé, critique ne veut pas dire forcément il s'agit d'analyser ce qui se passe. C'est très factuel, c'est-à-dire on décrit une séance, ce que fait l'enseignant avec ses élèves, et évidemment, on va essayer de revoir toutes les différentes phases que propose cet enseignant lors de cette séance d'apprentissage d'un chant. Et donc, c'est là où il faudra analyser et critiquer, mais voir ce qui fonctionne, ce qui pourrait être amélioré dans cette description de séance pour apprendre, découvrir un chant, parce qu'il me semble également très important, au-delà d'apprendre un chant, c'est comment on le présente aux élèves et comment on le fait découvrir aux élèves et comment, après, par imprégnation, on amène ces élèves à apprendre ce chant. Voilà, donc là, vous avez énormément d'éléments, dont les réflexions de Tomatis, autour de la boucle diophonatoire, comment l'enfant, comment le petit apprend il s'essaye, il chante, il parle, il s'entend, il reproduit. Voilà, donc là, mais
En l'occurrence, ce que disait tout à l'heure Hervé, c'est qu'on ne demande pas à l'enseignant d'être un chercheur, d'être un musicien forcément, mais avec tous ces éléments, de construire. Là, en l'occurrence, c'est une critique d'une séance, une séance qui se pratique. Là, on est dans du réel, quoi, une séance d'un enseignant. Mais on a d'autres cas de sujets où là, il faudra plutôt proposer de construire une séance, proposer de construire une séquence à partir des éléments donnés. Voilà. Merci Laurent. Si vous en êtes d'accord, on va pouvoir, je change de slide. Nous allons passer au cas pratique, donc qui était disponible sur lea.fr et qui restera disponible aussi à l'issue de la webconférence si vous voulez vous entraîner. C'est un extrait de sujets inédits qui ont été 2 extraits rédigés par Laurent et Hervé, et sur lesquels on va vous proposer de s'appesantir un peu plus longuement. Je vous rappelle que tout au long de cette webconférence, vous avez la possibilité de poser des questions et à l'issue de la présentation, je poserai à l'oral les questions que vous aurez rédigées auparavant. Donc, continuons notre promenade dans les arts en vue du CRPE et c'est à nouveau au tour de Hervé. Hervé, il n'y a plus de son. Oui, je suis désolé, j'avais coupé le son parce que je toussais. C'est bon, vous m'entendez là maintenant, hein? Très bien, merci. Oui, donc c'est donc un sujet d'entraînement qui lui est fictif. Je l'ai construit pour l'ouvrage en partant de certains principes. Le premier étant que, comme vous le voyez, c'est un sujet d'art plastique qui va s'intéresser à la façon dont les objets du quotidien peuvent, à différentes époques, avoir été utilisés par des artistes pour créer des œuvres d'art qui, voilà, des tournements d'objets, pour dire les choses simplement, en revenant jusqu'au grand-père de cette pratique, Archim Moldo, que j'ai choisi aussi exprès parce qu'il est généralement c'est une superstar de l'école primaire et de l'école maternelle. Archiboldo, il est très, très montré, à juste titre d'ailleurs, hein, c'est un très grand artiste et voilà, qui va réaliser donc des portraits, mais faits à partir de l'accumulation et de l'assemblage, de l'association d'objets qu'il par contre n'accumule pas directement, il les peint, hein, et que ça, faire des œuvres d'art avec des objets, manipuler les objets c'est quelque chose qui est très en lien avec l'état d'esprit général de l'école primaire, des enfants petits, jeunes, et peut-être plus encore finalement avec l'école maternelle. Vous savez, prendre des objets et puis fabriquer quelque chose avec, ça s'appelle du jeu symbolique à l'école maternelle, et c'est ça, hein, c'est ça que font les artistes, c'est me rendre compte que une pomme et un caillou, je peux raconter déjà une histoire avec, hein. Il y a Monsieur Pomme et Madame Caillou, et puis il leur arrive quelque chose, hein, on peut jouer à ça. Et voilà, c'était ça mon idée, parce qu'on est vraiment sur une thématique qui est très large et très, très intéressante en plus, hein. Voilà pour cet élément-là. Et j'ai pensé, imaginer une situation de classe qui est décrite, une activité à partir de l'assemblage d'objets, qui soit fait en peinture ou avec de vrais objets, qui soit plutôt, à mon sens, une activité intéressante. Et donc, il est demandé dans le sujet d'en faire l'analyse, mais je l'ai choisi pour que, globalement, quand même, celui qui fait l'analyse puisse dire oui, globalement, c'est une séquence qui a de l'intérêt. Elle n'est pas du tout nulle. On peut critiquer, mais on va critiquer sur le détail. Par exemple, elle fait des relations fortes avec le patrimoine artistique. C'était les œuvres dont je viens de parler, hein. Il s'agit, avec les élèves, d'imaginer quelque chose qui a fait appel à leur sensibilité. Est-ce que, comme Picasso le fait, Picasso se rend compte que une petite voiture pour enfants, finalement, quand je la regarde un peu de haut, ça ressemble à la tête d'une guenon, d'un singe, et c'est pour ça qu'il en fabrique un singe, par exemple. Et ça, c'est bien faire appel à la sensibilité des élèves que de s'apercevoir que telle chose ressemble à telle autre. Donc pour ça, c'est une bonne séquence. C'est un temps aussi, les élèves vont avoir à parler de leur travail.
C'est aussi pour ça que c'est une bonne séquence. Et puis, évidemment, quand on lit le détail, on va s'apercevoir que tout ça est dit trop rapidement, que le temps de parole sur les travaux des élèves, voilà quelques exemples qui sont présentés là, ben, il est à peine esquissé. Donc, c'est pas si mal de dire qu'on fait parler les élèves sur leur production, mais en fait, et c'est un élément fondamental de la didactique des arts plastiques, il faut passer du temps là-dessus et on ne peut pas se contenter de dire aux élèves, dis-moi ce que tu as à dire. Il faut amener les choses parce qu'on a des enfants qui sont jeunes, qui vont peu prendre la parole. Donc, il va falloir organiser au contraire cette séance, qui est une séance d'évaluation des travaux. Hein. Parler des travaux en art plastique, ça s'appelle évaluer. Et donc ça, ben, ça va manquer. Et donc moi, il me semblait que c'est un point sur lequel j'attends le candidat en tant que correcteur, où je m'attends à ce qu'il remarque que, certes, c'est pas mal qu'on le fasse, mais on pourrait développer beaucoup plus et aider beaucoup plus l'enseignant sur la façon dont on le fait. Hein. Voilà, essentiellement. Hein. Et puis, il y a une petite relation à la musique aussi, c'est aussi pour ça que je l'ai fait, puisque les objets que vous avez sous les yeux, il suffit que je les frappe entre eux, que je souffle dessus, que je les frotte, et ils font du son. Et donc, l'activité qui est proposée permet comme ça une petite ouverture sur une pratique musicale qui est esquissée de façon tellement rapide qu'évidemment, là aussi, on peut la critiquer de ce point de vue-là. Les élèves, enfin, il faudrait la développer. Hein. Voilà en gros, moi, ce que j'ai pensé développer à ce niveau-là. Et j'en termine sur un mot, parce que c'est vraiment fondamental. Je pense que s'il y a un sujet qui tombe sur les arts plastiques, il ne faudra pas rater la partie évaluation des productions des élèves, c'est-à-dire les parties où on fait parler les élèves. Et je vous rappelle, c'est écrit dans l'ouvrage, hein, qu'on les fait travailler sur deux choses. On raconte sa démarche, comment j'ai fait pour fabriquer mon personnage, etc. J'ai pris quel objet, j'ai fait quoi, j'ai associé, j'ai collé, etc. Ça, c'est le premier truc. Et donc ça, c'est à l'enseignant de poser ces questions-là. Et deuxièmement, quels sont mes ressentis? Dans le premier cas, chaque élève parle de son propre travail. Dans le deuxième cas, tout le monde parle de tout. Et je trouve que tel personnage fabriqué, il a l'air gentil, il a l'air méchant, il me fait peur, il a l'air triste. Et ça, c'est l'expression des ressentis. C'est absolument fondamental, ça. Produire, c'est une chose essentielle. Ne faire que produire, c'est même pas faire la moitié des arts plastiques. On produit et on parle sur ce qu'on a produit. Voilà ce que j'avais l'intention d'essayer de faire passer par la recherche sur ce sujet. Merci Hervé. Alors j'ai un petit souci avec ma présentation. Je vais essayer de changer la page. Est-ce que ça marche ou pas? Si vous voyez la page suivante. Non. Pas encore. Ce qui était important dans cette page, Hervé, si vous l'avez sous les yeux, c'était un élément qu'on a mis en introduction des corrigés de ce qui est attendu du candidat et qui, en termes de méthodo, pouvait être intéressant. C'est le fameux document 4 qui rappelle les programmes. Et là, ça me paraissait important aussi de tout simplement mettre la page des programmes officiels du cycle 3, qui ne sont pas tout à fait du même type que le cycle 2, mais la différence n'est pas aussi fondamentale que ça. Et ça me permet, oui, effectivement, de développer un point qui est crucial dans la didactique de cette discipline, c'est que d'un point de vue pédagogique, la démarche est systématiquement spiralaire, c'est-à-dire que les programmes, j'espère qu'ils vont apparaître, mais il suffit que vous les ouvriez sur les textes officiels qui sont en ligne, se divisent en 4 parties, il y a 4 grandes compétences, et peut-être que contrairement à d'autres disciplines, où on va choisir de travailler aujourd'hui cette compétence, puis une autre fois ou plus tard dans l'année, une autre compétence, en art plastique, on travaille toutes les compétences au sein de toutes les activités. C'est-à-dire qu'une séquence d'art plastique, qui est un groupe de séances, qui est un projet où généralement on va proposer un petit problème plastique. Voilà, elles apparaissent, c'est la page de gauche. La structure d'une séquence d'art plastique est à peu près toujours la même. C'est une démarche d'investigation qui n'est pas très, très éloignée de ce qu'on fait en sciences. On a un problème à résoudre, on fait des essais, on regarde un peu ce qu'on a fait, on va voir des œuvres d'art qui nous donnent la plupart du temps des petites idées de plus, et ensuite on approfondit, et enfin on évalue. 4 points. J'expérimente, j'approfondis, je mets en relation avec l'œuvre d'art,
et je parle de mes travaux, donc j'évalue, et des travaux de tout le monde. Ces 4 points-là, c'est les 4 cases que vous avez sous les yeux, et on les assiste. Toute activité d'art plastique complète réactive systématiquement ces 4 points-là. Il suffit qu'il en manque une pour que ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut garder en mémoire. Et effectivement, si vous regardez la page des programmes officiels de cycle 3, on a bien ça. Ce n'est pas les mots que je viens d'utiliser, ils sont un peu plus, mais en gros, c'est ça. J'expérimente, j'approfondis, je mets en relation avec les œuvres et je parle de mon travail. Merci Hervé. Je vais passer, donc c'est une situation très fournie malgré les bugs informatiques. Vous ne vous êtes pas laissé perturber, merci. Et on passe à la partie éducation musicale, univers sonore de Laurent, qui j'espère s'est affiché. Moi, je ne le vois pas, mais Hervé, est-ce que vous voilà. la voyez? Oui, moi je la vois, Donc oui. là, c'est un sujet. Donc, oui, très bien. Oui, c'est un sujet maternel, univers sonore, puisque c'est comme ça que s'appelle l'éducation musicale quand on est au cycle 1. Et donc, je voulais déjà rappeler, en résonance avec ce que disait Hervé, que les 2 champs de compétences en éducation musicale sont la perception et la production. Il faut avoir en tête que pour chaque séance, quelle que soit la séance en éducation musicale, il faut se questionner à quel moment on mobilise le corps, la voix, à quel moment on est acteur, on produit. Alors produire, ça peut être aussi bouger, ça peut être aussi mobiliser, taper, faire un rythme. Et il faut aussi se questionner sur la notion de plaisir, de sensibilité. Et une des activités, évidemment, qui est souvent essentielle, c'est quand même chanter à l'école. Chanter dans le cadre d'une chorale, chanter, apprendre des chansons, ce qu'on a vu dans le sujet 0. Mais c'est également quelque chose qui est très important, c'est l'écoute musicale. Écouter une œuvre et essayer d'en tirer tout ce que l'on entend, tous ces éléments du sonore que l'on entend, au-delà de j'aime, j'aime pas. Essayer de dépasser ce j'aime, j'aime pas, parce que là, une fois qu'on a dit j'aime pas, bon, bah, après, tandis que si on essaye de comprendre, de voir qu'est-ce qui arrive avant, après, comme la musique, elle est labile, on ne peut pas l'arrêter. On peut regarder une œuvre d'art, mais on peut pas, si on arrête la musique, ben, évidemment, ça semble évident, on ne l'entend plus. Donc on est vraiment dans le temps, la musique. Et il y a aussi tout ce qui est autour des savoirs culturels et technique. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, nous, dans l'ouvrage, on a rappelé de nombreux des lexiques qui sont quand même un peu spécifiques, aussi bien au niveau art plastique qu'au niveau musique. On n'a pas besoin, comme je disais tout à l'heure, d'être musicologue, mais peut-être quand même de connaître quelques rudiments, comme les paramètres du son, la hauteur, l'intensité, la durée, le timbre. Savoir que les enfants, ils ont une tessiture qui leur est spécifique. On ne peut pas chanter comme ça en l'air, tiens, on va essayer de voir si on correspond à la hauteur de la voix des enfants. C'est ça la tessiture. Et donc, je reviens sur ce sujet 6 très, très rapidement. Donc là, il s'agit d'amener les enfants à prendre des objets du quotidien et à les utiliser comme des instruments de musique. Voilà. Et la demande dans l'intitulé, c'est on demande de faire une séquence, de construire une séquence à partir de plusieurs séances, hein, à partir de cette démarche d'utiliser des objets du quotidien et de les transformer en instruments de musique. Voilà. Alors après, vous êtes libre de construire cette séquence en plusieurs séances. Alors évidemment, dans l'ouvrage, il y a une proposition de construction de séquences avec des séances bien définies qui seront certaines plus axées sur l'objet lui-même, sur la manière dont on a de frapper, de caresser un objet, d'en donner du son, et aussi mobiliser la voix. Voilà, on va être énormément aussi, comme nous disait Hervé tout à l'heure, dans l'échange, dans la verbalisation, dire des choses. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut un minimum avoir quelques
quelques lexiques précis. Voilà, donc, et je voulais également faire un petit lien avec, donc là j'ai parlé des champs de compétences, mais aussi avoir quand même une appréhension assez relativement conséquente des programmes en maternelle, en cycle 2, en cycle 3, en éducation musicale, sachant que dans le sujet, en général, on va convoquer un point précis du programme. Donc, on ne va pas être piégé forcément, mais aussi penser qu'on n'a pas parlé encore du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, donc, ainsi que du parcours d'éducation artistique et culturelle, qui peut être aussi invité dans notre travail. Le parcours d'éducation artistique et culturelle, justement, qui parle de rencontres, qui parle de pratiques, de connaissances, ça va nourrir tout le travail qu'on va pouvoir faire, qui va en fait enrichir le programme de l'éducation musicale en l'occurrence. C'est-à-dire, il faut vraiment, comme tout à l'heure, se dire pendant ma séance, est-ce que les enfants ont été acteurs ou est-ce qu'ils ont été uniquement récepteurs? Et là, dans ce cas-là, il manque quelque chose. Donc, il faut que les enfants soient producteurs et qu'il y ait cette notion de perception et de production. Voilà. Et je ne sais pas si c'est clair. C'est très complet, me semble-t-il. Là, c'était les exemples des autres documents qui étaient produits, mais du coup, Laurent, Voilà. vous êtes rentré dans le sujet et je vous laisse peut-être commenter encore. Ça fait référence également à des réflexions de musiciens comme Pierre Schaeffer et Edgar Varèse, qu'on n'est pas censé forcément connaître, mais leurs réflexions qui sont transmises dans ce document 3 permettent de se questionner sur la musique concrète, en fait, on fait de la musique, faire de la musique, il y a plusieurs manières de faire de la musique, mais c'est déjà produire. Produire, c'est construire ensemble des choses, donner une cohérence. Edgar Varèse dit que la musique, c'est des sons organisés. Si on organise des sons, alors seul ou à plusieurs, c'est là que ça va être intéressant, si on détourne des objets du quotidien, c'est qu'on va pouvoir après faire des familles d'instruments, comme dans la musique dite savante ou de la musique populaire. Il y a des familles d'instruments, les soufflants, les percussions, etc. Et donc, et après, donc, en effet, dans ce dernier document là, où c'est une formation qui justement permet de se questionner sur l'exploration, l'expérimentation de corps sonores. Et ce qui est important aussi, c'est de faire une courte analyse des documents qui nous sont donnés en amont de la demande spécifique. C'est-à-dire si vous avez 5 documents, très rapidement, faire une courte analyse assez rapide de ces 5 documents, disant leur statut, leur fonction. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions qui ont été posées. Donc, si vous n'avez pas d'autres commentaires, je vous propose, dans les 10 minutes qui nous restent, de passer aux questions. Est-ce que ça vous va? Oui, allons-y. Alors, c'est parti. Alors, une première question qui est enfin, toutes sont intéressantes, mais une première question qui est intéressante parce qu'elle va revenir sur une discussion que nous avions eue au moment où on a travaillé sur l'ouvrage. Et c'est par rapport aux œuvres qui sont présentées dans le programme. Et j'ai plusieurs étudiants qui s'interrogent sur le pourquoi de ces œuvres. Déjà, pourquoi de ces œuvres alors qu'elles ne figurent pas dans les sujets zéro. Alors, je dirais à mon échelle que nous ne sommes pas la voix du ministère, donc nous ne savons pas s'ils vont tomber ou pas dans les sujets à venir, mais par rapport au programme, et que pouvez-vous dire, vous, de ces œuvres? Est-ce qu'il est important de les connaître? À minima, on n'a pas de garantie qu'ils sont dans les sujets et on n'a pas de garantie qu'ils n'y seront pas. Qui s'y colle? Alors, donc, en effet, il y a une dizaine d'œuvres suggérées en éducation musicale qui font la part belle à la chanson traditionnelle. Donc, tout à l'heure, je parlais de la musique populaire et de la musique savante. Je fais la différence entre les deux. La musique savante, c'est-à-dire ce qu'on appelait la musique issue de la musique religieuse du Moyen-Âge. Là, je parle de la musique occidentale, en l'occurrence, jusqu'à la musique dite classique, après toutes ces musiques
qui sont basés au départ sur des apprentissages, sur des écrits, et par ailleurs la musique plus dite populaire, qui était à l'origine de transmission plus orale. Voilà. Et donc, en l'occurrence, là, il y a beaucoup de chansons traditionnelles. On a également un musicien allemand, Mendelssohn, ou du jazz, Glenn Miller. Là, on est aussi dans de la musique populaire, même si le jazz peut être très, très écrit et très savant. Hein. On pense à des Miles Davis. Et après, on a également Isabella Boulker, qui est une compositrice qui est encore en vie d'ailleurs, et qui a écrit, ce qui est intéressant, elle a écrit de nombreux opéras pour enfants, dont Mila et l'arbre bateau. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, un projet de faire un opéra au cours de l'année. Il y a des opéras jeunes publics qui sont vraiment très pertinents. On a également une musique de Lully, hein, qui serait plutôt période baroque, Louis XIV. Et ce qui est intéressant aussi, c'est Pierre Schaeffer, une musique contemporaine. Donc ça a essayé de balayer un petit peu tous les champs musicaux, mais c'est vrai qu'on ne peut absolument pas certifier qu'ils vont tomber dans un sujet. Hein. Oui, ça reste une interrogation qu'on s'est beaucoup posée. Il n'y a, à ma connaissance, aucune précision sur le texte officiel sur cette liste. Est-ce que c'est une liste qui sera que pour cette année? Est-ce qu'elle va changer chaque année? Est-ce qu'elle va être la même pour le concours de l'année prochaine? Pour l'instant, on n'en sait rien. Je pense qu'on sera beaucoup plus au clair une fois qu'on connaîtra le premier vrai sujet, et que donc les personnes qui passeront le concours de l'an prochain seront un peu plus nous serons tous un peu plus au clair là-dessus. Au départ, moi j'ai pris cette liste d'œuvres comme quelque chose de complètement hétéroclite, dont je saisissais pas exactement le sens, à part, comme vient de le dire Laurent, le fait que ça couvre un petit peu toutes les époques, même s'il n'y a pas de préhistoire ni d'art antique par exemple. Et puis, en la regardant de plus près, là je parle des œuvres dans la liste pour les arts plastiques, hein, finalement elles se répondent pas mal. Il y a des choses, par exemple, vous avez des portraits. Il y a un portrait de Camille Claudel, il y a une tête de femme de Picasso, il y a une poupée Kachina, qui n'est pas vraiment un portrait, mais qui est une représentation humaine. Et le portrait fait partie des thématiques qui sont très, très développées à l'école primaire. Ensuite, on a une forêt qui est sculptée par Eva Jospin, et une forêt aussi qui est réalisée par un frottage de Max Ernst. Et la forêt, c'est évidemment dans les contes qui sont très spécifiques de l'école primaire, quelque chose qu'on croise souvent. Et à y regarder de plus près, la logique de ces choix apparaît petit à petit. Ce qui me fait penser, moi, mais ce n'est qu'une hypothèse, hein, que, au minimum, cette liste d'œuvres doit être prise comme une sorte de SMIC culturel. Si vous n'avez pas de grandes connaissances en art, en histoire de l'art, si vous ne connaissez pas beaucoup d'œuvres, connaissez au moins celle-là. Je vous rappelle que d'ailleurs, on a mis sur Léa non seulement l'analyse de ces, enfin la description de ces œuvres et quelques éléments de connaissance, mais aussi un tableau qui permet d'en déduire des activités de problématiques artistiques, des activités en art plastique. Et voilà, ces croisements existent. Vous avez Léonard de Vinci qui fait une page représentant des chats, et puis vous avez une photo de Salvador Dali, faite par Philippe Halsman, dans lequel il y a aussi des chats qui sont dans un autre, comme s'il y avait des croisements comme ça, plus ou moins subtils. Et voilà, vous avez Charlot qui danse sur une table dans Le Dictateur, et puis une photo du Sacre du Printemps où il y a un danseur qui lui aussi est sur une table et qui est en train de sauter. Il y a beaucoup de liens comme ça. Vous avez un intérieur contemporain de Sol Lewitt et puis un intérieur renaissant de Palladio. Et ce qui fait que, voilà, je suppose quand même que ces éléments-là, alors ça, ces choses-là, tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver sur les analyses qu'on en a fait sur le site. Hein. Et je crois qu'il faut les connaître. Et Et donc on c'est pourrait, un voilà. pour terminer, on pourrait même imaginer peut-être que finalement les sujets eux-mêmes développe quelque chose en relation avec ces œuvres-là, ce qui serait finalement dans une certaine logique. Mais c'est Mais un mystère pour nous. c'est de la supposition, donc on ne peut pas dire à nos candidats, on peut leur dire effectivement, comme vous disiez, que c'est un minimum culturel qu'ils peuvent au moins construire en vue de l'épreuve, mais peut-être pas s'y limiter, en tout cas ne pas parier sur ces seules œuvres Non. dans les sujets. Je passe tout de suite à une question parce qu'il y en a plusieurs qui tombent et qui sont toutes fort intéressantes.
Une première question, analyse critique ou préparation d'une séquence, doit-on, pour l'un comme pour l'autre, présenter les documents dans un premier paragraphe afin d'introduire? J'ai envie de dire oui, mais succinctement. Vous avez 1h30, c'est très peu. Et oui, parce que ça doit faire partie de l'introduction. Je pense que c'est ce qu'on attend. Mais pour l'avoir, par exemple, moi, réalisé avec mes étudiants, certains ont été trop longs dans cette partie-là et le correcteur, lui, se dit très vite, ben, je le sais tout ça puisque c'est dans le sujet. Je pense qu'il faut très vite basculer sur les éléments qui sont demandés, c'est-à-dire l'analyse ou la création d'une séquence qu'il faut décrire en fonction des bases de structure de séquences les plus classiques, hein, de fiches de prep avec combien de séances s'organisent dans la séance, combien de séances construisent la séquence, excusez-moi, quels sont les objectifs, les durées et les activités à la fois de l'enseignant et de l'élève. C'est ça qui va être fondamental quand même, hein. Enfin, en espérant que je réponde à la question en disant ça d'ailleurs. Tout à Oui, fait. je l'avais évoqué tout à l'heure, je pense qu'il faut quand même, en 2 lignes, montrer qu'on a bien perçu la spécificité de chaque document et après on part sur l'intitulé, enfin, sur la demande spécifique, faire une séance, une séquence, une technique. Merci. Question suivante, ça y est, les questions frémissent. On ne quittera quand même pas à 20h30, mais on va en poser juste encore quelques-unes, peut-être rester 5 minutes de plus. Question qui est revenue plusieurs fois aussi sur la structure des séquences. Est-ce qu'il est possible de donner à l'oral, là, une sorte de gabarit ou de déroulé un peu incontournable, tant en éducation musicale que en art plastique? Est-ce qu'il y a des structures comme ça, comme on a en sciences, par exemple, sur la démarche expérimentale? Est-ce qu'on a des modèles comme ça possibles sur chacune de vos Alors, disciplines? donc, moi, je propose par rapport en résonance avec l'ouvrage des fiches de séquences qui sont qu'on peut trouver sur Léa. Je pense que c'est ça que vous évoquez. C'est-à-dire que ce qui peut être important, c'est si on fait par exemple 5 séances, c'est qu'au moins qu'il y ait un intitulé de chaque séance, qu'on essaye de bien percevoir que la première séance n'est pas la même que la deuxième, c'est pas à chaque fois un copier-coller, c'est qu'il y en a une qui sera plus sur une découverte, une exploration, sur une invention, et après on peut avoir une colonne qui va décliner des compétences, une autre sur des connaissances et l'autre sur l'activité, les situations. Voilà. Donc si on peut et du coup ça nous permet de bien cadrer, faire dans un tableau. On peut se le faire après. On n'est pas obligé de faire. Au contraire, c'est pas forcément simple de faire un tableau le jour de l'épreuve, mais peut-être soi-même se faire un tableau comme ça pour voir qu'il y a une cohérence dans notre parcours de séquence, notre développement de séquence, pour qu'à la fin de cette séquence, on arrive à une séquence de finalisation, ça dépend ce qu'on veut faire, mais avec là aussi une réflexion sur l'évaluation du travail et sur qu'est-ce qu'on garde comme trace de ce travail. Ça va être important aussi. Le cahier d'histoire des arts, par exemple. Par exemple. En art plastique enfin en art plastique et en histoire des arts, c'est un peu différent, mais en art plastique, la structure d'une séquence et donc d'une séquence, c'est-à-dire d'un groupe de séances, bref, d'un projet artistique terminé, où on a tout fait, ça revient à ce que je disais sur les 4 entrées de tout à l'heure, qu'on peut structurer sous la forme d'un entonnoir en fait. C'est-à-dire qu'au début, on a une pensée extrêmement divergente, c'est-à-dire qu'on va proposer aux élèves, et c'est un fonctionnement classique en histoire, en art plastique, excusez-moi, qui d'ailleurs est très proche, comme je le disais déjà, de ce qu'on peut faire en sciences. C'est-à-dire qu'on va poser une problématique. Une erreur de base, si vous êtes débutant dans cette discipline, c'est de commencer par montrer une œuvre d'art. Ce n'est pas interdit, mais c'est dangereux. Ne serait-ce parce que montrer l'œuvre d'art fait en sorte qu'on a l'image dans la tête et que tout ce qui va être proposé à faire ensuite aux élèves, ça va être évidemment de faire autre chose que de la copier bêtement. Je pense que ça tombe sous le sens, mais c'est facile à dire, mais une fois qu'on l'a vu, c'est difficile de s'en séparer. C'est pour ça que souvent, on préfère, nous, en art plastique, partir d'une problématique artistique que l'enseignant, lui, généralement, est allé chercher dans une œuvre d'art.
Je prends l'exemple souvent de parler de la nuit étoilée de Van Gogh, à peu près, je suppose, tout le monde connaît. Si vous ne la connaissez pas, c'est un paysage de nuit, hein, où on voit un cyprès et le ciel avec les étoiles. On pourrait la montrer aux élèves et ensuite leur dire, ben, nous aussi, on va faire un paysage de nuit. Et surtout quand on a moins de 10 ans, ben, une fois qu'on a vu la nuit de Van Gogh, même si le maître dit il faudrait faire autre chose, ben, j'aimerais bien faire autre chose, mais j'arrive plus parce que j'ai plus que ça dans la tête, hein. Du coup, on va d'abord dire aux élèves, et on est dans une démarche expérimentale, d'après vous, c'est quoi faire un paysage de nuit? Allez-y. Et chacun cherche son idée. C'est l'expérimentation de base. Puis ensuite, on voit ce que tout le monde a fait. On s'aperçoit que certains ont trouvé des bonnes idées, d'autres moins, etc. On met tout au tableau. Et donc, on resserre. Et là, on va commencer à avoir des idées précises. Est-ce qu'on a utilisé que du noir? Est-ce qu'il y a des élèves qui ont pensé à mélanger de la couleur avec le noir, des choses comme ça? Et ça, là, ça y est, on commence à avoir un projet artistique où on a quelques idées. Et c'est là qu'on peut aller voir Van Gogh qui va nous donner d'autres idées encore. Et puis une fois qu'on a fait ça, alors on repart en élargissant dans une pédagogie divergente où chacun va s'approprier ça pour faire sa propre nuit étoilée. Et on a bien fait les 3 éléments sur les 4. J'ai expérimenté, j'ai approfondi et j'ai vu des œuvres d'art. Et il en manque un qui généralement arrive à la fin. C'est qu'une fois que tout ça est fait, on met tout au tableau et on en parle. Et on amène les élèves à rappeler comment ils ont fait. J'ai utilisé telle couleur, je l'ai posée comme ça, j'ai fait tel mélange. Ça, c'est ma démarche. Et aussi, ben, allons-y, lequel j'aime bien. Est-ce que, et alors, comme Laurent le disait tout à l'heure, la difficulté là sur les ressentis, c'est de dépasser le simple j'aime, j'aime pas. Parce que vous allez dire, ben alors tu aimes bien, oui, explique-moi pourquoi tu aimes bien. Ben, j'aime bien parce que les couleurs sont jolies. Ah oui, mais pourquoi les couleurs tu les trouves jolies? Parce que je les aime bien et on n'en sort pas, hein. Et donc c'est à l'enseignant de dire, ben, par exemple, et on revient tout simplement au ressenti de base. Est-ce que je suis content en la regardant? Est-ce que je suis triste? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que ça m'amuse? Est-ce que ça me met en colère? Et si on pose ces questions-là, alors les élèves vont avoir des réponses. Et là, on a tout fait. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais une structure de séquence d'art plastique, c'est ça. C'est ces 4 points-là, avec la position de l'œuvre d'art qu'on montre, qui peut être posée au début, mais nécessite un peu plus de subtilité. Donc, si on ne sait pas trop, il vaut mieux d'abord poser un problème et montrer les œuvres d'art au milieu, voire à la fin complète. Merci. Une autre question, doit-on uniquement utiliser les documents du sujet ou peut-on ajouter, citer d'autres œuvres? Évidemment, on peut citer d'autres œuvres. Je pense que là, la réponse est simple. Plus on montre qu'on est cultivé, mieux ça vaut, à condition qu'elle soit citée à bon escient, évidemment. Et du côté de la Oui, musique? oui, je pense qu'on peut faire référence aussi à des choses que l'on connaît, hein. Mais il faut faire attention de ne pas se perdre, on a qu'une heure et demie, hein. Donc, mais en effet, oui, qu'on évoque des choses que l'on connaît, c'est toujours un plus, hein, quand même. Merci. Encore 2 questions et puis on devra se quitter. Si on propose au candidat de rédiger une séquence, cela signifie-t-il, oui, qu'il doit nécessairement décliner toutes les séances de la séquence, à votre avis? Moi, j'ai envie de dire non, parce que j'ai souvent écrit des séquences complètes avec tout le détail. Ça fait 15-20 pages et il faut beaucoup plus qu'une heure et demie. Je pense que, mais là, on est obligé de tirer un peu des plans sur la comète, hein. C'est difficile, hein. Ça dépendra du correcteur, ça dépendra pas mal de choses, mais je pense que la situation la plus, la plus logique, en fait, la plus efficace, c'est celle de décrire les grandes lignes d'une séquence. Alors, quand je parle des arts plastiques, pour l'histoire des arts, c'est du même ordre, j'en ai pas parlé, mais on va se dire à quel moment est-ce qu'on fait de l'histoire. Je sais pas, je prends souvent l'exemple du sacre de Napoléon que tout le monde connaît. Ben, évidemment, il faut connaître Napoléon pour parler du sacre de Napoléon en histoire des arts. Donc là, on dira en histoire, on travaille sur Napoléon, l'empereur, etc. Et puis deuxièmement, à quel moment est-ce qu'on s'intéresse à comment est fait ce tableau? Et là, on fera des arts plastiques. Donc là, il n'y a pas de structure absolue, il y a plutôt à quelle discipline je fais allusion pour amener les élèves à emmagasiner du savoir qui répond à la question que signifie cette œuvre? Et à la fin, on met tout ça, exactement comme en cours d'histoire, selon une trace écrite, généralement plutôt travaillée avec les élèves. C'est pas l'enseignant qui la donne, c'est les élèves qui la construisent ensemble, et on la marque sur le cahier d'histoire des arts.
Si j'en reviens à la partie art plastique, je pense que la bonne solution, mais ceci dit, ça dépendra de votre correcteur tout de même, c'est de ne pas oublier les 4 parties fondamentales qui structurent la séquence. Et vous pouvez ça, donc expérimenter, produire, puis ensuite remettre en relation avec l'histoire des arts et parler sur les œuvres, donc évaluer. Au moins dire que ces 4 moments-là, on ne les a pas oubliés, ils arrivent généralement dans ce sens, dans cet ordre-là. C'est pas systématiquement de cet ordre-là, mais c'est la plupart du temps de cet ordre-là. Et peut-être, si on a le temps, faire un zoom sur un moment fort, qui va être généralement 3 moments. La découverte de l'œuvre peut être développée. Comment est-ce qu'on l'amène? Est-ce qu'on la voit? Comment est-ce qu'on en discute? Ou bien la partie expérimentale, mais plutôt la partie où on discute de ce qu'on a trouvé en expérimentant nos différentes façons de faire la nuit, par exemple, si je fais référence à ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, on peut faire un zoom en décrivant cette séance précisément, combien de temps ça dure et quelles sont les phases de la séance, etc. Et le troisième temps, c'est le temps d'évaluation où on parle des œuvres aussi, qu'on peut lui développer. Merci Hervé. Laurent, pour Oui, votre discipline. moi aussi, donc rapidement. Donc, ce qui va être important, c'est de percevoir une cohérence dans cette séquence. Donc, en effet, 5 séances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et peut-être zoomer sur une séance particulièrement, qui est une séance. Alors, comme en éducation musicale, ça peut être chanter, ça peut être écouter, ça peut être produire, il y a plein de champs possibles. Mais donc, pourquoi pas zoomer sur une séance où là, on est beaucoup plus, mais pas détaillé. Dans l'ouvrage, il y a des endroits où on décline chaque séance, mais ce n'est pas ce qui est forcément demandé. Ce qui est demandé, c'est pourquoi pas zoomer sur une séance et réfléchir aussi à la notion d'évaluation, que l'éducation musique, la musique, comme les arts plastiques, ça peut s'évaluer. Il s'agit de définir en amont qu'est-ce qu'on va évaluer. Donc ça sera la dernière question, justement, qui était sur l'évaluation. Comment évalue-t-on dans vos disciplines? Bah, moi, j'en ai parlé, je peux compléter ou récapituler. C'est absolument pas mettre une note sur 20, quoi que ce soit pas interdit, mais c'est pas le but. C'est absolument pas évaluer le produit. L'élève a-t-il fait une bonne ou une mauvaise peinture, une bonne ou une mauvaise sculpture? Ce qui nous intéresse dans cette discipline, c'est le processus de travail et pas le produit. C'est une évaluation fondamentalement positive. On va toujours essayer de faire ressortir dans l'évaluation quelles sont les qualités de la production artistique de l'élève et non pas ses défauts. On ne peut pas imaginer de dire à un enfant de 4 ans, de 6 ans ou de 8 ans, tu es un mauvais artiste. Ça n'a strictement aucun sens. Donc évaluer, ça n'est pas noter la production, et ça n'est pas noter d'une façon générale, ça n'est pas donner une note, c'est pas quantitatif, c'est formatif. Et alors, il y a un moment qui peut être éventuellement, lui, véritablement normatif, c'est le temps où il y a le livret de l'élève, celui qu'on rend à la fin du trimestre, sur lequel il n'est pas impossible qu'il y ait une ligne, généralement 2 et pas beaucoup plus, sur les arts plastiques, où là, on va dire oui ou non, c'est bien ou c'est pas bien. Mais c'est pas sur les productions que ces questions se posent. Généralement, ce qu'on va évaluer là, c'est est-ce que l'élève a osé produire, c'est mis en activité, oui ou non, ça on peut le faire et ça peut être marqué avec une acquis ou non acquis. Et est-ce qu'il a osé aussi parler de son travail et écouter ce que les autres disent? Ça peut s'évaluer. Et ça, c'est vraiment de l'ordre de l'évaluation qu'on fait en fin d'année ou en fin de trimestre. Mais pendant la séance, pendant la séquence plutôt, évaluer, encore une fois, c'est simplement présenter ses travaux et en parler et amener les élèves à exprimer 2 points. Comment j'ai fait ma démarche? Qu'est-ce que j'ai apprécié de faire? Qu'est-ce que je trouve réussi? Qu'est-ce que je trouve raté? Si je pouvais le refaire, qu'est-ce que j'améliorerais encore? Et deuxième temps, les ressentis. Qu'est-ce que je ressens en regardant mon travail et celui des autres? C'est ça évaluer en art plastique. Et en éducation musicale? Alors, en éducation musicale, pareil, il y a la dimension bienveillante, hein, et formative, c'est-à-dire que on n'est pas là, enfin, c'est vraiment l'évaluation sera toujours au service des apprentissages et on peut évaluer quand même des compétences, savoir si on chante la bonne mélodie, si on a bien mémorisé un texte. Mais ça, l'enseignant va pouvoir en amont
se dire comment il va pouvoir évaluer ses élèves, mais en effet pas sous forme pas notée, mais comment je participe à un projet de groupe, comment je m'investis dans une activité, comment je mobilise mon corps. Donc tout ça, comment j'invente, comment j'identifie des paramètres du son. Donc tout ça, c'est des choses relativement simples, mais qui sont évaluables. Si un élève n'arrive pas à mémoriser un couplet, là, il y a peut-être une problématique qui va nous permettre de nous questionner comment on va l'aider à, 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 se mémoriser davantage ce texte, ou un élève qui chante un petit peu à côté, qui ne chante pas forcément, on va dire, juste, ou là, il y a des petites choses à évaluer qui vont pouvoir, nous, en tant qu'enseignants, nous permettre de lui insuffler de l'aide, voilà, une aide, par exemple, je pense aux enfants de petite section, quand dans un groupe de classe, marcher sur un rythme, sur un tempo, tout le monde, on pense que tout le monde est capable de le faire. Et quand on repère qu'un enfant a des difficultés à ce niveau-là, on va pouvoir l'aider parce qu'on sait que très bien qu'un enfant qui aura du mal à percevoir un rythme, quelque chose au niveau de son corps, il aura des difficultés après à rentrer dans d'autres types d'apprentissage. Donc là, l'évaluation va être vraiment pour nous un moyen de l'aider. Alors, il est vrai aussi quand même que, oui, ça me fait penser au fait que, bien sûr, un élève qui aurait du mal à tenir son crayon, son pinceau, on pense à maternelle par exemple, ça m'amène peut-être à revenir sur un point que j'avais oublié sur le sujet 0, parce qu'en maternelle, les arts Vous avez plastiques 2 minutes. sont fortes, merci, mais je pense que en 2 minutes j'y arriverai, sont fortement liées aux gestes graphiques. C'est pour ça qu'il y a des boucles, parce que les boucles font reporter à l'écriture. Et effectivement, il y a un geste fin qu'il faut apprendre et là qui peut être évalué. Oui, il y arrive ou il n'y arrive pas. Mais ces éléments-là ne sont pas au cœur de ce qu'on évalue. Voilà, à nouveau, l'évaluation, c'est beaucoup plus s'exprimer sur son travail en termes de démarche et en termes de ressenti. Parfait. Je vous remercie, Laurent et Hervé, pour le temps que vous avez consacré aux étudiants présents, aux questions qui ont été posées. Je rappelle que sur léa.fr, vous pouvez retrouver le cas pratique qui est en accès gratuit sur simple inscription. On est à moins d'un mois du concours. Je crois qu'on peut maintenant leur souhaiter bon courage pour la dernière ligne droite. J'ajouterai une petite précision parce qu'elle a été dite par les auteurs des autres ouvrages, mais on n'a pas eu le temps. C'est que, et ça valait surtout important, c'était important en sciences, pas parce qu'on est sur une discipline que l'on oublie l'orthographe, la grammaire, la syntaxe. Une copie doit être lisible, mais ça vous en êtes d'accord, et bien écrite parce que vous serez professeur des écoles et donc vous devrez maîtriser aussi le français, ce qu'on a essayé de faire aussi aujourd'hui à l'oral. Donc merci beaucoup à vous deux pour votre présence et bon courage aux candidats pour la dernière ligne droite. Et bonne Merci à soirée. vous et bon Merci. courage, oui, oui. Bon courage, oui. Au revoir. Merci. Au revoir.